Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'argent aujourd'hui, plus particulièrement de celui qui soutient la science canadienne. Le Canada ne serait plus dans le top 30 des pays à investir en recherche et développement. Il affiche un recul prononcé avec à peine un peu plus de 1,5% de son PIB pour soutenir les travaux des scientifiques au pays. Une centaine de chercheurs du Québec et du Nouveau-Brunswick ont envoyé dernièrement une lettre au ministre fédéral en charge de l'innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne, pour l'inciter à passer à l'action. Le désengagement national dans le financement de la recherche scientifique ne serait toutefois pas récent. Souvenez-vous de la grande noirceur des années Harper et du rapport sur l'état de la science fondamentale au Canada qui le soulignait déjà en 2017. Alors, le Canada investit-il assez dans la recherche scientifique ? Ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous parlons du recul de l'investissement en recherche scientifique par le fédéral. Le Canada n'en ferait pas assez, et cela depuis des années. Donc nous en parlons avec nos invités. Je suis en compagnie d'Yves Gingras, professeur d'histoire et sociologie des sciences et directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marc-Denis Rioux, qui est professeur en génie civil à l'Université de Québec à Rimouski, l'UQAR. Vous êtes l'auteur d'une lettre, le prix de l'innovation, les conséquences de l'utilité, co-signée par 123 scientifiques et publiée par plusieurs médias. Nous allons en parler. Bonjour. Bonjour. C'est le nerf de la guerre, qu'il soit sous forme de subventions, de chaires, d'autres bourses, alors que la tendance mondiale est à la hausse, avec une moyenne de 2,7% du PIB de l'ensemble des pays mondiaux. Le Canada piétine et même recule en matière de financement. Nous serions passés de 1,8 en 2000 à 1,5 en 2023. Comment expliquer cette tendance à la baisse que l'on observe depuis les années 2000, justement, professeur Gingras? Oh, c'est pas une surprise. Si on regarde les tendances depuis très, très longtemps, le Canada a toujours été en dessous à peu près de la moyenne de l'OCDE. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que quand on regarde le Québec, est à peu, je pense, la dernière fois que je vérifie, je suis vers 2,2. Donc, si on regarde le sous-ensemble du Québec, il est au-dessus du Canada. Et il faut distinguer dans ça les investissements de la recherche qu'on peut dire fondamentale dans les universités, donc la proportion de la recherche universitaire et de la recherche industrielle. Or, c'est deux domaines différents. Dans la recherche industrielle, normalement, dans les États bien développés économiquement, c'est l'industrie qui doit. Or, c'est connu depuis 50 ans. Au Canada, il y a sous-investissement de l'industrie en recherche et développement qui tente d'être compensé par les gouvernements, mais c'est stable aussi. Les bourses n'ont pas bougé depuis 20 ans. Donc, il y a la rhétorique de l'innovation. C'est une grande rhétorique, on parle, mais dans la pratique, on n'agit pas. Professeur Rioux, vous avez publié une lettre co-signée, donc je disais, par 122 de vos collègues de l'Est du pays, qui soulignait que le Canada ne supporte pas assez la recherche scientifique. Vous alarmez que nous serions en train de manquer le bateau et que le financement de la recherche fondamentale demeure le parent très pauvre du financement de la recherche. Expliquez-nous. Oui, je pense que ce que vient de dire mon collègue, M. Gingras, est tout à fait exact. Par contre, il y a peut-être des petites précisions là-dessus au niveau de l'orientation budgétaire des financements par exemple, les organismes, les trois conseils, parce que lorsqu'on s'intéresse au financement de la recherche, ça devient excessivement complexe rapidement parce que les sources de financement qu'on va comptabiliser comme étant des sources de recherche sont très diversifiées. Mais si on s'intéresse aux organismes subventionnaires principaux, que sont le CRSH, le CRSNG ou l'Institut IRSC, on voit que ces organismes-là vont favoriser les projets de recherche qui sont faits en partenariat. Donc, les budgets de ces organismes-là ont cru dans le temps, mais n'ont pas cru de façon importante. On a une orientation dans les projets de recherche qui vise à favoriser des projets qui sont faits avec l'industrie. Et donc, on va faire ça au détriment du financement qui, lui, va être dévolu
à des projets de recherche qu'on va dire fondamentaux, de la recherche qui n'a pas nécessairement de visée appliquée ou de visée utilitariste à l'intérieur. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'il y a vraiment deux enjeux. Il y a le financement global de la recherche au pays. Et effectivement, les entreprises privées ont un rôle à jouer là-dedans. La recherche, le capital qui provient de privés est important. Mais il y a aussi l'orientation gouvernementale sur les projets de recherche qui veut favoriser des projets en partenariat avec le privé. L'objectif derrière ça, c'est assez clair. C'est d'aller augmenter la mise de fonds qu'on peut avoir. Si, par exemple, je fais un projet de recherche et j'ai $1 d'argent public, si j'ai un partenaire privé qui met aussi $1, ben là, tout d'un coup, j'ai $2 pour faire ma recherche. Donc, on peut présumer que ça amène plus de recherche de faire comme ça. Et l'idée est bonne, mais elle ne doit pas devenir un paradigme unique où on vise principalement ce mode de financement-là. Donc, ça prend un équilibre entre les deux facettes de financement et c'est ça qui est problématique en plus du niveau de financement qui est en décroissance parce qu'on est un des rares pays au niveau mondial où le niveau d'investissement en recherche, l'intensité de recherche est pas seulement en stagnation, est en réduction. On diminue. Donc, ça c'est vraiment particulier ici. Oui, c'est vrai que quand on se compare, on remarque que la plupart des 38 pays de l'OCDE, justement, investissent donc plus de 2% de leur PIB dans la recherche scientifique. Certains, comme Israël et la Corée du Sud, frôlent même les 5%. 5,56, je lisais pour Israël, 4,93% pour la Corée du Sud. C'était des chiffres de 2021, mais peut-être ça a changé, professeur Gingras. Oui, ça c'est très important ici de prendre en note que quand on regarde simplement le pourcentage du PIB avec les pays, il faut faire très attention parce qu'un pays comme Israël, c'est le cas des États-Unis aussi. Si on prend les États-Unis, la moitié, en gros, du budget d'RD américain, c'est un budget militaire. Si on regarde Israël, on peut faire l'hypothèse qui me paraît assez plausible que la grande majorité de ce qu'on appelle RD en Israël est reliée au militaire. Donc, c'est pas comme le pays ici, il n'y a pas vraiment d'industrie militaire, donc on peut prendre la proportion du PIB de façon plus réaliste. On peut pas faire une comparaison avec Israël et les États-Unis sans diminuer, je dirais, minimalement de moitié, ce qui les amènerait à peu près à 3%, ce qui d'ailleurs est l'objectif qu'on donne dans les politiques scientifiques depuis à peu près 50 ans, c'est de dire on devrait viser à atteindre 3%. Les gouvernements répètent qu'ils veulent atteindre ça. Bien sûr, ne l'atteignent jamais. On voit que si on est à 2,2 au Québec, on est à 1,7, je me souviens où ça baisse encore pour le reste du Canada. Donc, c'est pas ça. Mais si on prend justement les trois fonds, vous avez raison, la tendance, c'est de orienter la recherche universitaire vers de la recherche partenariale, et c'est parce que ça, c'est fondé sur la rhétorique de l'innovation. Là, il faut faire très attention, c'est que, et là, je vais me permettre de critiquer un peu mes chers scientifiques qui interviennent une fois de temps en temps lorsque leurs intérêts sont en jeu, mais il faut faire attention aux termes aussi. Lorsque les scientifiques sont les premiers à dire on innove, ils tombent dans le panneau des gouvernements qui ne parlent que d'innovation. Il faut peut-être leur dire que beaucoup de soi-disant innovations sont venues de recherches fondamentales imprévisibles. Rappelons que dans les années 2000, la mode en biotech, c'était uniquement de parler de l'ADN puis du génome humain. Or, le vaccin contre la COVID-19 est lu de recherches complètement minoritaires et marginales des années 80 sur l'ARN. C'était pas prévu. Aujourd'hui, au Québec, on met tout l'argent dans la soi-disant intelligence artificielle et on oublie que l'intelligence artificielle, là, il y a plein d'approches là-dedans et on confond l'apprentissage profond, qui est une technique, avec d'autres approches d'optimisation qu'on peut mettre sous la couverte d'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas de l'apprentissage profond. Donc, on cible de façon trop précise et on oublie qu'il faut une proportion très importante de recherche dite non ciblée, fondamentale, qui laisse la liberté du chercheur, comme elle, qui a eu le Nobel, a dit, ben moi, je m'intéresse à l'ARN messager, et tout le monde me disait, ben voyons donc, c'est pas ça qui est important, c'est l'ADN. Donc, les scientifiques aussi suivent des modes. Donc, il faut qu'on résiste à ça et qu'on dise, il y a une proportion importante qui est non ciblée. Les Français disent, c'est les
projet blanc, ben effectivement, ici, on a tendance... Et le problème, c'est que moins le gouvernement met d'argent, plus les organismes subventionnaires se sentent obligés de tourner vers le privé pour augmenter. Les universités font la même chose. Les universités vont être très contentes qu'on ait de l'investissement industriel des universités parce que ça compense le sous-investissement des gouvernements. Donc, on a là un cercle vicieux auquel il faut résister, que c'est très bien que les scientifiques interviennent, mais il faut qu'ils interviennent pas uniquement dans leurs intérêts aussi, en reprenant pas le langage à la mode qui est de dire tout doit servir à l'innovation, comme si on pouvait prédire les innovations. Qui aurait prédit qu'on a finalement réussi avec ChatGPT à faire finalement un algorithme qui est d'une puissance très forte. Ça a pris 15 ou 20 ans et des milliards de dollars d'investissement de l'industrie privée. Donc, c'est non prévisible. Il faut le rappeler que si on pouvait prédire les innovations, ben on le ferait. Oui, merci du rappel. Donc, même la Belgique, je voudrais revenir un peu aux chiffres, dépasse les 3%. J'aurais voulu savoir, professeur Rioux, est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions? C'est toujours une question de choix, puis je vais revenir sur ce que vient de dire mon collègue Gingras, puis je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. C'est d'ailleurs le propos de la lettre, c'est de faire attention justement à la question de l'innovation qui provient des recherches fondamentales, qui sont des recherches qui sont désintéressées, qui sont simplement pour améliorer les connaissances humaines. Et le prix Nobel dont il fait référence, c'est Mme Carrico et Drew Weissman, et c'est effectivement, c'est une histoire, mais l'histoire des sciences est remplie de ces exemples-là. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ces aspects-là. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Tout à fait, mais c'est une question de choix. C'est toujours des choix qui sont faits au niveau politique. Et ce qui est un peu difficile avec la science, c'est qu'il n'y a pas un lien direct et évident entre l'argent que j'ai investi dedans maintenant et le retombé que j'en aurai dans 15, 20, 30 ans. Et ça, pour un politicien qui a un cycle électoral aux 4 ans et qui doit justifier qu'est-ce qu'il a fait comme bon coup, ben ça peut être un peu tentant de pas prioriser ces budgets-là parce que c'est des effets qui sont un peu insidieux. Donc, c'est pas parce que demain matin, j'ai réduit ou j'ai pas indexé ou j'ai pas augmenté le financement de la recherche fondamentale que demain matin, ça va tout de suite paraître. Mais c'est quelque chose qui est un peu plus insidieux. C'est que là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a pas d'expertise pour fabriquer des vaccins au Canada parce que pendant 20 ans, on n'a pas investi dans la technique. On se rend compte on manque d'expertise dans certains domaines. On est en retard dans certaines situations. Et ces expertises-là sont longues à mettre en place. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a perdu littéralement là, une génération de chercheurs parce que les opportunités de faire carrière, surtout dans le domaine fondamental, qui est un domaine tellement important, étaient juste pas là ou étaient très, très difficiles. Donc, il y en a beaucoup qui ont soit changé d'orientation de carrière, sont partis à l'étranger. Mais pour répondre à votre question sur les moyens, oui, on les a, mais c'est une question de choix et de priorisation dans les choix qui sont faits au niveau politique. Et mon opinion personnelle, c'est qu'il y a peut-être une petite tentation c'est une cible facile, la science, parce que c'est plus difficile de faire un lien direct entre l'investissement qu'on fait en recherche fondamentale et ce que ça nous rapporte. Il y a souvent cette question-là, à quoi ça va servir? C'est souvent la question qu'on se fait ça. À quoi ça va servir d'investir là-dedans? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et comme disait M. Gingras, le lien est pas clair comme ça lorsqu'on fait la science. Ça prend du temps et c'est souvent très, très imprévisible. Puis un bel exemple, moi j'ai trouvé très intéressant qui pour illustrer ça, c'est un Japonais qui s'intéressait aux méduses. Et lui, il se demandait pourquoi les méduses sont phosphorescentes. Et il a découvert une protéine qui, aujourd'hui, la GMF, qui sert à colorer les cellules lorsqu'on fait de l'étude et c'est particulièrement important dans la recherche sur le cancer. Mais à la base, quand il a fait cette étude-là, c'était simplement par curiosité intellectuelle. Il n'y avait pas d'application. Et si on essayait de faire financer cette étude-là aujourd'hui dans l'univers avec les règles de financement qu'on a, ça serait excessivement difficile de la faire financer. Pourtant, elle est fondamentale, cette découverte-là. Donc, ça montre un petit peu, des fois, le lien qui est difficile à établir entre la recherche, l'objet de la recherche et les applications qu'elle va pouvoir avoir dans 20, 30, 40 ans après. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca.
Le rapport Naylor faisait état en 2017 de nombreuses coupures dans le financement de la science durant les années Harper, un déclin de près de 15 ans de la recherche indépendante canadienne, une diminution de 35% des fonds fédéraux. Ça, c'était un rapport du comité consultatif sur l'examen du soutien fédéral à la science fondamentale. Professeur Gingras, comment remonter la pente? Est-ce qu'on a commencé à remonter cette pente-là de financement? Non, je dirais même que j'ai observé un peu la trajectoire, si on peut dire, du rapport Bouchard, parce que c'est Frédéric Bouchard, un philosophe de la biologie, qui a été à la tête qui est d'ailleurs actuellement le doyen de la Faculté des arts et sciences. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a mis là à la tête, non pas encore un biologiste qui connaît son virus, mais un individu qui a une vision horizontale du système de la recherche, et donc qui pouvait regarder l'ensemble, et non pas juste défendre son petit domaine, comme souvent on l'entend. Et ce qu'on observe, c'est quand le rapport est paru, le gouvernement n'était pas très content et au fond, ils l'ont presque tabletté. Moi, j'étais allé sur le site web et c'était pas facile à trouver le rapport. Donc, vous savez, le gouvernement commande des rapports, mais lorsque les conclusions sont véritablement indépendantes et ne répètent pas ce que le gouvernement voudrait que soit écrit, on fait tout pour les mettre de côté. Et donc, évidemment, le gouvernement n'était pas très content de se faire dire et donc on voulait qu'il ne parle uniquement de restructuration de l'organisation. Voyez-vous, c'est très à la mode aujourd'hui. On nous parle de bonne gouvernance. Ça, c'est du blabla organisationnel. La recherche universitaire se fait dans les universités par des chercheurs comme mon collègue Rioux et d'autres, et c'est pas une question de gouvernance, c'est une question d'investissement. Donc, c'est pas si compliqué. Ou bien le gouvernement augmente les budgets, ou il les augmente pas. Et ça, comme on vient de le dire, c'est une question de choix et de priorité. Sauf que il veut couper des rubans blancs, des rubans bleus, et qui veut dire, voyez-vous, on a donné tant de chair de ci. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'il y a une idéologie derrière ça, qui est très forte depuis plusieurs années, c'est l'idéologie de la concentration des ressources. Par exemple, on a créé des programmes comme Apogée, on dit, on va mettre 120 millions sur la tête d'un petit groupe. Ça, là, ça va contre toutes les règles économiques de la science qui ont été démontrées que il y a un effet négatif de ça, de la grande concentration, parce que ça diminue la diversité. Si vous donnez 10 millions à un individu, ben, il va faire 10 millions de fois la même affaire. Si vous donnez 2 millions, puis vous donnez 5 groupes 2 millions, mais les 5 groupes, là, ils ont des idées différentes. Il y en a peut-être un qui va trouver la bebelle, finalement, qu'on n'avait pas prévue. Donc, cette idéologie très inconsciente, ou même très implicite de concentration, on le voit actuellement avec Apogée, et on le voit aussi dans d'autres domaines, comme les super chaires de recherche du Canada. C'est complètement contre-productif, cette affaire-là. C'est trop d'argent dans les mains d'une seule personne qu'une bonne idée. C'est bien qu'on lui donne une subvention à hauteur de ses besoins, mais pas super concentration. Et ça, il n'y a pas moyen de faire comprendre au gouvernement que concentrer la ressource, alors qu'il y a des études qui démontrent que c'est pas efficient sur le plan économique et c'est pas efficient sur le plan conceptuel non plus de penser qu'il y a une seule individu qui a la bonne idée et qu'on met tout l'argent là-dessus. Dans le cas du Québec, je l'ai glissé un mot, mais c'est un très bel exemple. Le Québec a mis toutes ses billes dans la soi-disant intelligence artificielle. Il a mis de l'argent dans Éléments IA, alors que des gens comme nous avions dit d'avance que ça va être acheté par les Américains, parce que le gros de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de la technologie, c'est pas de la science, c'est de l'application d'algorithmes. Et donc, c'est pas un hasard que c'est Google qui s'en occupe, et c'est des grandes compagnies qui ont les moyens. Et on veut que les universités soient dans le même domaine. Mais non, les universités sont là pour réfléchir à faire des travaux fondamentaux dans tous les domaines, informatique, biologie, mathématiques, qui donnent lieu ensuite à des applications. Mais c'est pas de se mêler, nous, des applications. C'est normal que c'est l'industrie qui travaille actuellement sur l'IA et beaucoup moins les universités, sauf dans le domaine de l'IA fondamentale, de réfléchir à ces problèmes-là. Mais on confond les deux parce qu'on veut de l'innovation. Oui. Je veux revenir un petit peu sur le rapport du comité consultatif, donc sur le système fédéral de soutien à la recherche mené par le professeur Bouchard, avec le mandat de conseiller justement le gouvernement du Canada sur la façon de moderniser le système fédéral de soutien à la recherche universitaire. Il relevait que le système canadien est trop fragmenté, que notre pays ne possède pas tous les outils indispensables pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés. Il manque aussi d'une vision stratégique nationale, malgré l'aspiration du Canada à figurer parmi les meilleurs pays en matière de recherche. Il recommandait d'ailleurs de créer un organisme consultatif indépendant pour conseiller, évaluer le gouvernement et aussi de soutenir le continuum des talents. Ce que j'ai lu, c'est de soutenir les jeunes chercheurs. Professeur Gingras, je voudrais vous entendre sur les recommandations de ce rapport.
La recommandation de créer un organisme indépendant, c'est intéressant parce que ça, si on fait l'histoire des politiques scientifiques, on s'aperçoit que c'est revenir à une chose qui avait été très importante au début des années 70, avec 68-69, le Conseil des sciences, qui a été fermé sous les gouvernements conservateurs dans les années 90 et que tout individu qui réfléchit sérieusement à la politique scientifique sait très bien qu'on a besoin de ça. Mais les gouvernements suivent des modes et on n'a pas besoin d'un conseil. Avec eux ramènent de dire on a fait une erreur de fermer le Conseil de la science et de la technologie. On a fait d'ailleurs la même erreur au Québec. On a fermé ça aussi. Faut pas oublier ça. Donc, il y a des courants comme ça et c'est un pendule qui revient. Donc, ils ont voulu dire revenons à un organisme indépendant qui va faire une réflexion à long terme. Parce que le Conseil des sciences a fait des dizaines et des dizaines de rapports pour réfléchir des décennies à l'avance pour dire, OK, dans le domaine de l'océanographie, là, qu'est-ce qu'on devrait avoir à long terme? Dans le domaine même des biotech, on a fait des rapports, etc. Donc oui, c'est une consultation importante. Et quand ils ont dit moderniser la gouvernance, la tendance, c'est de dire pourquoi on a des silos. C'est pas des silos. Le Conseil de recherche en sciences humaines, il y a une expertise en sciences humaines. Les instituts de recherche en santé, c'est la santé, c'est le cancer, c'est biotech. Le CRSNG, c'est dire qu'on va fusionner ces trois-là, comme il y a eu tendance au fédéral et que le gouvernement du Québec vient de faire, d'ailleurs, il faudra peut-être que les scientifiques se réveillent, là, le projet de loi 44 vient d'être déposé, qui fusionne 3 fonds en un seul. Donc, il y aura plus au Québec le fonds en sciences humaines, le fonds en sciences de la nature et le fonds en santé, il y en a un seul. Donc, il va y avoir un conseil d'administration de 15 personnes, soi-disant indépendantes, et donc incompétentes, c'est ça que ça veut dire, qui ne seront pas des scientifiques, parce que les scientifiques ne pourront pas siéger sur le conseil d'administration, qui vont déterminer les priorités. Je peux vous prédire immédiatement que leurs priorités vont être celles du ministre de l'Économie. C'est l'innovation et non pas la recherche fondamentale. Donc, restructurer ou non la bonne gouvernance, c'est une rhétorique à la mode à laquelle il faut résister. La logique sociologique des sciences humaines n'est pas celle de la biotechnologie, n'est même pas celle de la physique quantique et de l'astrophysique. Donc, il faut garder les 3 fonds parce qu'ils ont une expertise spécifique et cette idée que tout le monde travaille avec tout le monde, c'est bien gentil, mais ça ne correspond pas à la réalité des pratiques effectives dans les laboratoires. Oui. Justement, allons du côté de laboratoire. Professeur Rioux, comment se place votre université du côté du support à la recherche? Vous aviez parlé un petit peu des projets appliqués réalisés avec l'industrie. J'aimerais vous entendre sur ça. Notre université, l'UQAR, en fait, se classe là très bien en recherche. En fait, dans les universités de notre catégorie, on est au premier rang en termes de recherche. Au niveau du support de la recherche, puis tu sais, je trouve ça intéressant la discussion. Il y avait beaucoup d'éléments que mon collègue a mentionné. Certains éléments, j'apporterai des bémols, mais il y avait quand même beaucoup d'éléments. Ça serait un peu long de faire le tour. Mais je suis assez d'accord sur le fond que ça prend une vision globale au niveau du support de la recherche, au niveau des organismes subventionnants. Parce que au niveau du financement de la science, il y a d'autres organismes au-delà des 3 conseils qui vont donner du financement pour des projets de recherche. On peut penser à Santé Canada, on peut penser à l'Agence spatiale canadienne, et donc il y a des ministères, il y a des organismes, il y a des fondations. Donc il y a un paquet d'intervenants qui vont financer des projets de recherche, parfois avec des intérêts sur des applications particulières, ou parfois qui vont permettre aussi de faire des recherches innovantes. Et quand j'utilise le mot innovant, contrairement à mon collègue Gingras, c'est un pléonasme. Une recherche innovante, c'est un pléonasme. Une recherche innovante, c'est un pléonasme. Si vous faites une recherche, j'espère qu'elle est nouvelle. Donc, c'est un pléonasme. Il y a parfois des recherches qui mènent à rien. Et on le sait après. Un non-résultat, on le sait après, n'est pas nécessairement innovant, au sens qu'on améliore les connaissances, on améliore, par exemple, un procédé, on améliore les connaissances humaines. Donc, ça j'associe ça à de l'innovation, de l'amélioration de connaissances. Mais, bref. Donc, le support de la recherche, c'est quelque chose qui se fait au niveau institutionnel, mais qui se fait au niveau aussi des sources de financement. Et les sources de financement sont multiples et ils sont effectivement éclatées présentement. Et donc, d'avoir une vision globale,
ça peut être intéressant, mais il faut faire attention aussi lorsqu'on a des gens qui sont partie prenante sur les conseils d'administration, parce que l'humain étant l'humain, il peut avoir une tendance de certaines personnes à utiliser ça pour faire avancer leur propre dossier, leur propre champ, au détriment de l'objectif. Alors, l'idée, parfois, dans des conseils d'administration, d'avoir des gens qui sont pas partie prenante trop, c'est justement d'éviter ces biais-là dans l'allocation des ressources. Mais ça a l'effet pervers que parfois, évidemment, les gens connaissent moins le domaine. Donc, il n'y a pas de système parfait lorsqu'on alloue des ressources. Ça, c'est une réalité. Mais d'avoir une vision globale, ça je souscris à ça. Effectivement, ça serait une bonne idée. Puis de repenser les orientations pour trouver un équilibre entre la part que le privé doit assumer dans la recherche au Canada, mais aussi de trouver un équilibre dans la capacité des chercheurs d'avoir des recherches qui ne sont pas orientées vers des besoins de l'industrie, qui sont des recherches désintéressées. La science, avec un grand S, c'est la recherche de la vérité à quelque part, et donc c'est l'avancement des connaissances humaines. Donc c'est pas une activité qui à la base est purement économique, c'est une activité dans laquelle on cherche à améliorer les connaissances pour le bien commun. Justement, là, je vais terminer avec le professeur Gingras. Certains chercheurs assurent que les bienfaits sociaux de la recherche sont 2 à 3 fois plus importants, finalement, que les impacts économiques. Professeur Gingras, pour terminer, quelles sont les perspectives pour l'avenir au point de vue des investissements? Si on regarde les choses froidement, le gouvernement fédéral actuellement est dans un déficit absolument astronomique, qu'il est incapable de réguler parce qu'il est en train de négocier avec le NPD qui, lui, va dépenser mur à mur. Donc, étant donné cette réalité objective des déficits, tout ce que la rhétorique dira ne changera pas la réalité. Donc, je ne m'attends pas du tout, on peut le déplorer, mais si on prédit, je ne m'attends pas des investissements importants. Donc, ça va être soit de la stagnation, ce qui veut dire en termes de dollars constant, une régression de la science. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui disent qu'une bourse qui n'a pas changé depuis 20 ans, pourquoi j'irais faire un doctorat? Oui. Et les universités étant aussi en déficit ou à peu près, elles n'augmenteront pas leur nombre de professeurs. Donc, je ne suis pas très optimiste pour les années à venir, qui sont des années de compression budgétaire. Oui, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Yves Gingras, professeur d'histoire et sociologie des sciences, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'UQAM, et de Marc-Denis Rioux, professeur en génie civil à l'Université du Québec à Rimouski. Merci à tous les deux. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca. Passez toutes une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats et avec son accent chinois, il